et avant de te passer la balle, David, j'avais juste envie de vous dire un grand merci d'être là. C'est un de nos premiers webinaires. On teste ça depuis le début de l'année, donc c'est génial de voir, autant de monde se connecter pour pouvoir, partager et on sera très preneurs après de vos retours, pour, continuer à ajuster et à apprendre, avec vous. C'est un peu, un test et c'est sur un thème qui nous tient particulièrement à cœur. C'est toutes les questions de pouvoir d'agir, d'autonomie et nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis un moment, mais on a toujours travaillé, de manière un peu, heu apprenante quoi sur le terrain. Je pense comme beaucoup d'entre vous, on a, observé, testé, expérimenté et puis déduit, des bonnes pratiques et des choses qui marchaient et on a eu la chance, il y a un peu plus d'un an, de rencontrer, David qui, en plus d'avoir expérimenté sur le terrain, avait fait sa thèse, de doctorat. Tu en parleras mieux que moi David, sur ces notions et du coup, on a pu croiser, toutes nos pratiques et nos expérimentations avec des apports plus conceptuels, et des analyses, un peu plus, on va dire construites, que David a pu faire pendant sa thèse et ça nous a ouvert, tout un nouveau champ de réflexion et c'est ça qu'on avait envie de commencer à partager avec vous dans ce premier webinaire. Il y en aura d'autres qui suivront sur la thématique, on en parlera à la fin. Mais du coup, c'est surtout un premier espace pour pouvoir, bien définir ces notions, et puis partager un peu tous les résultats enfin tous les résultats. On va pas résumer une thèse en 1 heure, donc une partie des résultats de la thèse de David. Très curieuse, après coup de savoir, comment ça vous nourrit, donc c'est un point de départ, pour les échanges, et j'espère que ça vous sera, aussi utile, qu'à nous. David, je te Ben, passe. merci Marianne. Ouais, carrément. Alors, je vais juste vous partager mon écran. Normalement, vous voyez. Hop là, Et je t'ai pas présenté, donc je te laisse évidemment te présenter avant carré- de démarrer. carrément. Du coup, ben, merci à toutes et à tous. Effectivement, je vais peut-être commencer par me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Du coup, comme Marianne a pu le dire, donc là, je viens de terminer une thèse de doctorat en sciences de l'éducation et en géographie sur la question qui va nous animer aujourd'hui des environnements capacitants, de l'autonomie, notamment dans un contexte euh, de formation professionnelle destiné à des jeunes éloignés de la formation et de l'emploi. Mais peut-être avant aussi vous préciser peut-être un élément essentiel de mon parcours. J'ai été moi-même en fait pendant longtemps en situation d'échec scolaire puis en décrochage scolaire. Du coup, moi les questions de vulnérabilité me tiennent vraiment à cœur. Puis en fait par la suite j'ai pu travailler en tant que praticien, pédagogue, conseiller, formateur dans diverses structures et auprès de différents publics. Euh, Peut-être l'expérience la plus marquante, c'est j'ai participé à fonder un diplôme d'université à l'université Rennes 2. C'était un DU à destination justement de jeunes en situation de décrochage scolaire, de personnes éloignées de l'emploi. Donc enfin, une formation qui était labellisée Grande École du numérique et qui visait à former ce qui préfigure un peu aujourd'hui les conseillers numériques France Service, donc des personnes capables de pouvoir accompagner d'autres personnes à l'usage des technologies numériques. Et donc, à la suite en fait, de cette expérience qui a duré 2, 3 ans à l'université, donc j'ai entamé une thèse de doctorat que je viens de soutenir là, très, très récemment, en octobre 2023. Et en parallèle de ça, en fait, en septembre, j'ai intégré POA. À POA, pour peut-être contextualiser aussi et donner un certain nombre d'éléments pour ceux qui ne nous connaissent pas. En fait, on est aujourd'hui une structure qui intervenons à la fois auprès des publics jeunes, donc des bénéficiaires, notamment dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement qui s'appelle POAO, dispositif de mentorat. Et de plus en plus, en fait, on mène des actions auprès des professionnels de l'accompagnement ou auprès des professionnels jeunesse, à la fois sur de la formation professionnelle, sur de l'accompagnement, des formations thématiques. On intervient, par exemple, notamment beaucoup auprès des missions locales, auprès de différentes structures, le groupe SOS, Croix-Rouge Insertion, etc.
Et c'est un peu dans ce cadre qu'on a pensé ce premier webinaire avec cette idée de se dire, ben, il pourrait être intéressant de partager ben, les résultats de ma thèse, mais aussi d'ouvrir des espaces un peu de réflexion et d'échange autour de ces grandes questions d'autonomie, de pouvoir d'agir qui nous animent. Et peut-être le premier enjeu qui s'est posé à nous quand on a imaginé ce webinaire, c'était peut-être de clarifier un petit peu aussi ce qu'on entendait par autonomie, par pouvoir d'agir, capacité d'agir. C'est vrai qu'on s'y perd un peu. Et donc, l'idée aujourd'hui, ça va être effectivement de vous parler un peu des grands constats que j'ai pu poser dans ma thèse, mais avec cette ambition de clarifier un peu ces concepts et ces notions. Euh, Juste pour vous donner en tête un peu le déroulé de ce qu'on va faire ensemble ce soir. Donc l'idée, c'est qu'on finit, enfin qu'on passe 1h15 ensemble, donc jusqu'à 18h15. Dans un premier temps, on va essayer d'échanger un petit peu autour d'une démocratie visuelle. Donc, pour ceux qui sont familiers de cet outil, ben, c'est top. Et puis pour les autres, je pourrais vous expliquer. Donc, l'idée, ça va être déjà de vous questionner un peu sur, selon vous, l'autonomie. Qu'est-ce que c'est de peut-être prendre un peu la température du groupe de ce soir. Ensuite, j'ai prévu en gros 30 minutes où je vous partage. Donc, j'ai fait un grand effort de vulgarisation et de synthèse de mes résultats de thèse avec un peu cet objectif que vous repartiez avec du concret derrière et puis qu'on se laisse un petit temps d'échange par la suite, de questions et peut-être aussi de témoignages. En sachant que aujourd'hui, c'est le premier webinaire, mais on a quand même dans l'ambition d'en organiser d'autres sur enfin, toujours sur la thématique de l'autonomie, du pouvoir d'agir, mais avec des angles différents. On en prévoit par exemple un au mois de mars, plutôt sur des retours d'expérience de professionnels de l'accompagnement. Alors, concernant la démocratie visuelle, on va commencer par ça dans un premier temps. Pour vous donner un peu le contexte de ce qu'est une démocratie visuelle, en fait, j'ai prévu de vous poser deux affirmations. Deux affirmations qui sont particulièrement clivantes les deux, et c'est volontaire. Les deux affirmations sont en soi toutes les deux vraies. L'idée, c'est que vous en choisissez une qui résonne peut-être plus particulièrement avec ce que vous pensez à l'instant T. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est plutôt que vous puissiez vous positionner sur une des deux affirmations pour justement susciter le débat. Alors, comme on commence à être un peu nombreux à distance, c'est pas toujours très facile d'animer des démocraties visuelles, mais ce qu'on va faire, c'est que, en fait, vous allez sur le chat me dire si vous penchez plutôt pour l'affirmation 1 ou plutôt sur l'affirmation 2. Et puis ensuite, on va se laisser un petit temps d'échange pour ceux qui sont à l'aise de prendre la parole et de s'exprimer sur pourquoi leur cœur balance plutôt vers telle ou telle affirmation. Et l'idée, voilà, c'est que ça soit propice un peu à l'échange pour démarrer le petit temps qu'on va passer ensemble. Alors, je vous lance sur la première double affirmation que je vous ai préparée. Euh, Comme je vous ai dit, ça se veut particulièrement clivant. La première, c'est la suivante, c'est dans notre société actuelle, l'autonomie passe d'abord par l'emploi, par la capacité du jeune à s'assumer financièrement, ou plutôt l'autonomie passe avant tout par la capacité à trouver des solutions, et ce, même si elles ne sont pas pérennes. Alors, je vous laisse me dire dans le chat laquelle résonne plus particulièrement pour vous. Ah oui, une grande dominance de deux. Ah, on voit que certains prennent le contre-pied. On a des courageux. Super. Alors peut-être, hein,
Alors, est-ce que certaines se sentent de pouvoir expliquer pourquoi ils ont choisi ou l'affirmation 2 ou l'affirmation 1, peut-être pour étayer un petit peu et lancer la discussion? Oui, Valérie? Bonsoir. Moi, j'ai mis la première, enfin, j'ai choisi le un déjà pour ce que tout le monde disait 2. Mm. Et aussi parce que, au-delà de l'emploi, je pense que la question de l'autonomie financière, hein, elle est importante et elle peut être obtenue autrement que par l'emploi. Euh, et donc, pour moi, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, on peut le regretter, est quand même un monde financiarisé, où l'argent permet d'accéder à des droits, à des services, à un logement, etc. Et que tant qu'on n'a pas ça, c'est plus compliqué d'accéder à ces biens et à ces services, ou même à ces droits. C'est sûrement possible, hein, mais c'est plus Mm. compliqué. Mm. Super, merci. Oui, Charlotte? Bonjour. Alors du coup, l'autonomie, moi, l'image que j'ai de l'autonomie, c'est quand je travaillais avec des adolescents hein, dans le secteur de l'éducation populaire, mais de loisirs. Et du coup, il y avait deux grands débats. L'autonomie, c'était un petit peu le laisser-faire. Et les choses que j'ai pu évaluer à l'époque, c'est que les jeunes devenaient plus autonomes quand ils avaient la possibilité de choisir entre des choses, de choisir pas leur voix, mais du coup, pour pouvoir choisir ce qu'ils voulaient, ils avaient besoin d'avoir connaissance avant de différentes propositions. Donc, c'est pour ça que la 2 m'a le plus parlé. Pour moi, Mm. l'autonomie, c'est la possibilité de choix. Oui. Mais pour avoir les choix, il faut les connaître, quoi. Mm. Carrément, merci. Oui. J'ai vu que Caro avait aussi levé Oui, la main. merci. Je rejoins beaucoup Charlotte et puis je considère en fait que du coup l'autonomie et les solutions et les choix qu'on peut faire peuvent concerner l'emploi, mais que c'est qu'une partie de ces dimensions-là. Ça doit pouvoir concerner la liberté de choisir ce qu'on a envie de faire dans sa vie tout court, envie d'être comme personne, qui Mm. on a envie de fréquenter. Et ça, c'est beaucoup plus large. Et effectivement, l'emploi, la capacité à s'assumer financièrement donne en partie cette autonomie. Mm. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Et donc, la 2 intègre la 1 si on a besoin de la 1, si la 1 est une priorité à un moment, faire le choix d'aller vers le travail, faire le choix d'aller vers l'accompagnement pour faire un bon travail ou autre, ça peut faire partie de la 2. Mm. Après, effectivement, il faut avoir un éclairage, comment dire, la capacité à faire des choix un peu Mm. éclairés, à avoir des informations pour pouvoir faire un vrai choix. On Merci. Complètement. Et en fait, volontairement, on avait mis cette affirmation avec cette idée de dire que, effectivement, aujourd'hui, dans certaines politiques publiques, dans les discours qu'on entend, on a tendance à mettre en avant peut-être parfois plus la dimension une. Et effectivement, en tout cas, on sent qu'il y a une tension là-dessus que vous avez bien relevée et c'était l'idée. Alors peut-être qu'on va passer à une seconde affirmation, qui est la suivante. Euh, Est-ce que pousser les jeunes vers l'autonomie est quelque chose de positif, car ça va avoir tendance à favoriser l'épanouissement des personnes? Ou plutôt, ce que vous pouvez observer, vous, c'est que généralement, pousser les jeunes vers l'autonomie, c'est négatif dans la mesure où ça a tendance à générer finalement plutôt de la vulnérabilité et de la souffrance, cette injonction moderne à l'autonomie. À travers vos pratiques professionnelles, à partir de vos vécus, est-ce que vous avez tendance à voir ça plutôt comme quelque chose de positif ou comme quelque chose qui génère de la souffrance? Voilà. On a Charlotte qui a déjà levé la main. On a quand même une majorité de 1, quelques 2.
Peut-être Charlotte, si vous voulez vous exprimer. Oui, pardon, je me suis un peu emballée très vite. Oh, pas de souci. C'est le mot pousser, moi, qui me heurte parce qu'évidemment, là, pour moi, c'est négatif. C'est tout ce qu'on retrouve dans les politiques publiques actuellement et je suis contente que vous en ayez fait référence puisque c'est un peu l'injonction paradoxale à l'appel à l'autonomie, alors même qu'on leur donne pas les moyens. Donc, pour moi, le mot pousser les jeunes vers l'autonomie, un peu plus de mal. C'est soit on outille les jeunes à l'autonomie, mais c'est pour ça que je peux pas répondre à la une. Enfin, elle me paraît pas là. Voilà, retenir mon vote parce que pousser les jeunes vers l'autonomie est plutôt positif. Bah non, on pousse pas quelqu'un, quoi. On l'accompagne, on l'outille, on lui donne les moyens, mais on pousse pas quelqu'un. Voilà, c'était un peu mon avis. Super, complètement. Vous allez voir que ça résonne pas mal avec ce que je vais raconter après. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole là-dessus? Oui, Charlotte? Oui, j'aime toujours bien prendre la parole. Et en fait, on s'est rendu compte que parfois, la réussite, et donc du coup, par exemple, la réussite par des actes d'autonomie peut générer du stress d'échouer la prochaine fois, du stress de... Enfin, là, je parle sur des jeunes qui ont une confiance en eux qui est plutôt faible et instable. Mais la réussite ne génère pas que des choses positives, en fait. Ça peut aussi générer du stress et de la peur de l'échec, du coup. Hmm. Je tape peut-être un petit peu à côté, parce que là, je parle de réussite et pas d'autonomie, mais pour moi, c'est un peu lié. Non, on comprend, c'est très clair. Oui, j'ai vu Fanny lever la main. Yes, bonjour, je voulais Bonjour. juste ajouter sur le fait que c'était pour argumenter aussi par rapport à la première réaction. Je pense que l'autonomie est chouette quand elle n'est pas, poussée justement, mais quand elle est accompagnée, quand on peut aussi la préparer, quand on accompagne aussi à ce que c'est que l'autonomie, qu'est-ce que ça permet. Quand on explique aussi ce que c'est, parce que je pense que le terme peut avoir différentes significations également pour les différents jeunes. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que l'autonomie peut faire peur. Donc moi, j'ai mis plutôt le 1, parce que je trouve que c'est plutôt positif quand c'est bien vécu, quand c'est bien accompagné, et que ça peut favoriser aussi la prise d'initiative et puis l'épanouissement personnel également, de se dire qu'on n'est pas dépendant d'autres personnes. Mais encore une fois, il faut l'accompagner et il faut aussi comprendre ce que c'est et ce que ça peut apporter pour la suite. Hmm. Merci. Caro avait aussi levé la main. Oui, effectivement, c'est le terme poussé, j'avais écrit, mais c'est l'injonction à être autonome qui est, oui, le problème, parce qu'en fait, c'est une capacité qui se développe, accompagnée, non accompagnée, un peu comme la créativité. Il n'y a pas des gens créatifs et des gens qui ne sont pas créatifs. On peut tout à fait le développer, on peut tout à fait trouver sa source. Après, quand un jeune part avec des difficultés personnelles, un contexte plus difficile et qu'on lui dit tu devrais être autonome, je pense que le problème vient de lui. On peut penser que le problème vient de lui et se dévaloriser encore plus, alors qu'en fait, c'est tout ce qui l'entoure qui rend beaucoup plus difficile son insertion dans la société en général. Hmm. Et cette injonction peut, oui, créer de la souffrance et encore affaiblir la personne et sa confiance en lui. Complètement. Bah, super. Peut-être finir avec une dernière double affirmation et vous allez voir que celle-ci, elle est peut-être un peu plus dure à trancher parce que les deux affirmations peuvent sembler complémentaires. C'est la suivante. Le développement de l'autonomie passe avant tout par l'expérimentation et par la prise de risque. Ah, coucou Dia, ça va? Le développement de l'autonomie passe avant tout par le soutien, par l'aide et la sécurité. Alors, il y a eu du bruit, je ne sais pas si vous avez entendu, mais de toute manière, je pense que vous voyez les affirmations à l'écran. Donc, est-ce que ça passe avant tout par la prise de risque et l'expérimentation, ou plutôt par l'aide, le soutien? Effectivement, on a envie de mettre les deux, mais j'ai bien précisé avant tout avec cette idée qu'il faut choisir. Ah oui, bah là, c'est déjà beaucoup plus équilibré. Ouais.
1, 2. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? Oui, Fanny? Yes. Moi, ce que je me suis dit, c'est que finalement, une fois qu'on accompagne la personne, enfin le jeune, à être autonome, ben, en fait, il se sent donc beaucoup plus en sécurité pour innover, pour expérimenter. Et donc pour moi, le 1 vient un peu après le 2, parce qu'à partir du moment où on se sent bien dans ce qu'on fait, on peut aller vers plus de liberté, plus de risques, parce qu'on sait quel risque on prend, et on sait ce qu'on a déjà acquis, et on sait qu'on a potentiellement le soutien si jamais on rate quelque chose, entre guillemets, bien sûr. Donc voilà, moi je voyais ça plutôt dans ce sens-là, en me disant, bah, en fait, une fois qu'on l'a bien accompagné, qu'on l'a soutenu, qui sait qu'il est entouré, et ben derrière, il peut prendre un peu des risques, il peut tester, il peut s'amuser, il peut faire des choses. Et derrière, il y aura toujours quelqu'un pour rattraper ou pour être là en soutien et en écoute. Hmm. Merci. J'ai vu que Marianne avait levé la main aussi. Ouais, mais j'ai levé la main parce que, en fait, à côté de moi, j'ai ma cousine qui bosse aussi dans l'éducation et spontanément, moi, j'ai répondu 1, elle a répondu 2 et ça fait écho à une discussion qu'on avait hier soir où on se disait qu'en fait, ça dépend vachement des personnalités et des besoins. Je pense donc, j'aurais pas répondu ça avant, mais je me dis que selon les besoins prioritaires, des personnes pour apprendre et pour se développer, en fait, on va avoir un penchant plus vers l'expérimentation ou plus d'abord, ben, vers le cadre, la sécurisation, et l'information avant de se lancer. Donc je trouve ça hyper intéressant, ta question. Hmm. J'ai du mal à répondre. C'était volontaire, hein. Si vous n'avez pas de mal à répondre, je n'aurais pas été satisfait. Donc, c'est que ça fonctionne. Non, mais en tout cas, vos retours sont vraiment intéressants et je me rends compte en fait que euh, pour moi, c'est important de pouvoir vous entendre avant de prendre la parole parce que effectivement, je me rends compte que on a, à travers vos interventions, il y a déjà une compréhension assez poussée des enjeux liés à l'autonomie. Donc, c'est chouette. Je vais pouvoir aussi, dans ma présentation, aller peut-être un petit peu plus loin que ce que j'avais prévu parce que c'est pas toujours évident de préparer un webinaire quand on ne connaît pas exactement à l'avance qui participe. Mais donc, c'est plutôt chouette. Je voulais juste voir, hop là, sur ma présentation, j'avais quelques notes. Certains m'avaient dit qu'ils les voyaient quand je partage. Là, vous ne voyez pas mes notes? Ok, c'est super. Donc, l'idée un peu de ma prise de parole, c'est peut-être pas, j'ai pas forcément l'ambition de vous apprendre de nouvelles choses. Ce que j'aime bien faire, alors je vous racontais avec POA, on intervient, on fait pas mal de formations. Et ce que j'ai l'habitude de dire lorsque j'interviens auprès des professionnels de l'accompagnement, c'est que, en fait, plus que de nouvelles connaissances, ce qu'on apporte en termes de contenu, ça permet surtout de structurer et peut-être de clarifier des choses en fait qui sont déjà acquis, des éléments d'analyse que vous avez déjà. Et si déjà j'arrive à ça, c'est chouette. Et puis l'idée aussi, c'est peut-être que, alors c'est très court, 1h15, mais peut-être vous entendre par la suite. Et pour ceux qui le souhaitent, on pourra toujours échanger plus précisément. Moi, je suis vraiment ouvert à la discussion. Donc, comme je vous l'avais dit, l'ambition, ça va être peut-être de revenir un peu sur les questions, enfin sur les notions d'autonomie, de pouvoir d'agir, d'environnement capacitant, de les clarifier et de donner un certain nombre d'éléments de constats, notamment issus de mes travaux de recherche. Euh, L'autonomie, au départ, qu'est-ce que c'est? En fait, l'autonomie, à l'origine, c'est un projet philosophique et politique qui va émerger, notamment au travers du mouvement des Lumières avec des penseurs comme Emmanuel Kant. Et l'autonomie va désigner la capacité de l'individu à être son propre guide moral, à se donner lui-même ses propres règles d'action.
L'enjeu, c'est donc que l'homme puisse être libre de toute forme de domination, qu'elle soit politique, religieuse, et qu'il puisse prendre en main sa propre vie. Et donc, c'est en étant autonome que l'individu va pouvoir accéder à la liberté. L'autonomie, c'est donc un idéal à atteindre. Et seulement, en fait, dans cette notion, et on a déjà commencé à l'évoquer, il réside une tension. En fait, d'un côté, l'autonomie poussée à l'extrême, ou disons-le plutôt comme ça, l'autonomie mal comprise, semble ouvrir la voie à une forme d'indépendance absolue, de suffisance à soi-même. L'individu autonome, ou du moins l'image qu'on peut en avoir, véhiculerait en tout cas l'illusion de n'avoir besoin de personne pour trouver en lui les ressources en vue d'orienter sa conduite. Si vous voulez, c'est un peu l'idée du self-made mind, ou de la fameuse expression quand on veut, on peut. Et donc, avec la montée du néolibéralisme ces dernières années, l'idée d'autonomie semble justement aller vers cette perspective. L'autonomie devient donc, et on l'évoquait également tout à l'heure, une injonction à être capable de se prendre en charge et d'être entrepreneur de sa propre vie. On constate même que l'autonomie dans le langage populaire, dans le langage managérial, parfois même institutionnel, devient synonyme d'indépendance, d'employabilité ou encore d'efficacité au travail. Autrement dit, l'autonomie vise à responsabiliser les personnes. En effet, si on reprend l'adage quand on veut, on peut, cela pourrait laisser sous-entendre que, par exemple, si tu es jeune, que tu ne parviens pas à t'insérer professionnellement, c'est quelque part que tu ne le voulais pas vraiment. Donc, c'est de ta faute, c'est de ta responsabilité. Et or, ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'homme demeure toujours un être de besoin, un être vulnérable, qui ne peut totalement s'extraire de ses conditions concrètes d'existence, de ses dépendances. Même la personne qu'on qualifie habituellement d'autonome reste sensible, soumis à la finitude, à la faim, à la solitude, et on ne peut jamais totalement s'extraire de son contexte. Ainsi, l'autonomie nécessite des conditions, ce qu'on disait tout à l'heure, des compétences, sans quoi ça devient une injonction paradoxale. Je m'explique un peu sur ce terme d'injonction paradoxale. Si on reprend l'expression que je citais tout à l'heure, quand on veut, on peut, on entend quand même assez régulièrement dans notre société. Et que l'on exige, par exemple, à un jeune de s'insérer professionnellement et sans prendre en considération qu'il habite en zone rurale, que, par exemple, le jeune n'a pas le permis, n'a pas les moyens financiers de le passer, ou encore de prendre le train, le bus. Ce jeune va se retrouver dans une situation où des choses, des éléments qui ne sont pas de son ressort direct viennent faire obstacle à son projet de réinsertion. On voit bien que l'on ne peut pas lui faire porter entièrement la responsabilité de son insertion, sans quoi on est dans ce que j'ai appelé une injonction paradoxale. Et ces injonctions paradoxales à l'autonomie sont aujourd'hui monnaie courante, que ce soit en entreprise, dans le domaine de la formation. Et plusieurs chercheurs, sociologues ont montré que c'est une des sources principales actuelles des souffrances psychosociales. En résumé, l'autonomie peut donc être comprise comme un équilibre entre ces deux pôles, entre le pôle autosuffisance et le pôle totale dépendance. Et donc, pour ma part, et c'est ce que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, c'est que finalement, à la notion d'autonomie, j'ai préféré moi employer les termes de capacité d'agir ou de pouvoir d'agir, qui me semblaient avoir en fait une connotation peut-être plus pragmatique et qui semble, en tout cas selon ma conception, donner peut-être à voir plus clairement le fait qu'on peut agir, mais à partir de notre contexte, à partir de là où on se situe, des cartes qu'on a en main. Et selon cette perspective, l'autonomie, c'est agir finalement en interdépendance avec son environnement, faire en situation, en contexte. Alors, j'ai choisi aujourd'hui, avant de vous montrer justement des exemples de comment il est possible de développer du pouvoir d'agir, d'accroître l'autonomie, plutôt de vous faire un retour d'expérience de certains terrains que j'ai pu observer, des terrains qui se sont avérés particulièrement incapacitants, notamment pour des personnes
en situation de vulnérabilité ou des personnes qu'on peut qualifier de peu ou pas autonomes. Le premier retour d'expérience renvoie à un terrain que j'ai pu mener à Bagnolet auprès de conseillers France Service. Et si vous voulez, c'est peut-être le premier écueil de l'accompagnement au pouvoir d'agir qui va résider dans une logique d'assistance qui, à force de tout faire à la place des personnes, peut les rendre dépendantes. Comme vous le savez, la dématérialisation, notamment précipitée des services publics, a exclu ces dernières années, et notamment depuis le Covid, un grand nombre d'usagers qui se retrouvent en fait contraints de se former au numérique parce qu'ils ne peuvent tout simplement plus accéder aux services publics, faire des demandes d'aide en ligne, accéder aux services de santé. Et dans ce contexte, en fait, la formation au numérique devient une injonction plus subie que choisie. En fait, les personnes qui se retrouvent auprès de ces conseillers numériques-là n'ont pas vraiment le choix. Ils s'y retrouvent contraints. Ainsi, en fait, en tout cas pour le cas du terrain que j'ai investigué, on a moins à faire, on a moins à faire face à un dispositif de formation, d'accompagnement visant l'autonomisation des publics qu'une assistance visant à faire face à des urgences de personnes en situation de très grande précarité. De plus, faute de moyens et de temps, les conseillers numériques finissent souvent par réaliser les démarches administratives à la place des usagers. Et donc, si cette assistance est utile à un instant T, progressivement, elle risque de déresponsabiliser les personnes qui se retrouvent en fait dans une situation où elles n'ont plus aucun espace pour développer leur capacité d'action. Or, on l'évoquait également tout à l'heure, c'est que le développement de l'autonomie nécessite de laisser aux individus des marges de manœuvre pour prendre des initiatives, faire des choix et les mettre en œuvre par eux-mêmes. Sans quoi, évidemment, ils ne seront pas mis en capacité de développer des compétences, des capacités nécessaires pour agir de façon autonome. Alors ça paraît logique, mais c'est vrai qu'on retrouve pas mal ça également dans des dispositifs d'accompagnement de jeunes. Je l'évoquais tout à l'heure, j'ai participé à monter un diplôme d'université à Rennes 2. Et en fait, je faisais passer des entretiens auprès de jeunes, donc des jeunes, comme je vous l'avais évoqué, qui sont éloignés de la formation et de l'emploi. Et en fait, à la question pourquoi vous décidez de postuler à la formation, certains jeunes étaient tout à fait honnêtes et me disaient David, je suis venu parce qu'on m'a demandé de venir. Et ça, c'est une phrase qui doit résonner pour certains, certaines, notamment je pense à des conseillers en insertion professionnelle, des personnes peut-être responsables de dispositifs de formation professionnelle, et qui témoignent justement du fait que certains jeunes se retrouvent totalement désengagés et ont peu de motivation, peu d'autodétermination, et ont l'habitude en fait qu'on les guide, qu'on les oriente et sont peu amenés à prendre des décisions par eux-mêmes. Et là, on touche du doigt un des principaux paradoxes aux politiques d'insertion et d'inclusion qui s'appuient en partie, alors pas tous, je ne fais pas une généralité, mais sur une conception déficitaire des publics qui les perçoit uniquement par leur manque. C'est-à-dire qu'on parle de publics vulnérables, de personnes en situation de décrochage scolaire, éloignées de la formation et de l'emploi, des invisibles, des NEET. C'est-à-dire on perçoit à un moment donné les publics uniquement par leur manque, mais plus du tout par leurs aspirations, par leurs capacités. Et cette logique d'assistance peut aboutir à les maintenir, notamment les jeunes, dans une position d'incapable présumé. Le second point, le second élément de comment on ne développe pas du pouvoir d'agir, finalement, va se traduire par une injonction à agir soi-même, mais cette fois-ci sans accompagnement ou avec presque ou pas du tout de soutien. Alors, cette analyse s'appuie notamment, là, pour le coup, sur une enquête que j'ai réalisée auprès de dispositifs issus de la politique publique Grande École du numérique. Donc, il s'agit de dispositifs de formation au numérique
C'était une politique publique qui avait été lancée par François Hollande en 2015. Et son objectif, c'était en fait de former des personnes éloignées de la formation de l'emploi au métier du numérique, parce que à cette période-là, il y avait une pénurie justement de professionnels dans le secteur, et il y avait l'idée de permettre à des personnes, voilà, de pouvoir bénéficier d'opportunités dans ces technologies en plein essor. Et donc, moi, j'ai pu, dans le cadre de mon travail de thèse, passer du temps dans différents dispositifs, notamment rennais, qui formaient des jeunes éloignés de la formation et de l'emploi sur les métiers de développeur web. Euh, du coup, la plupart des dispositifs auprès desquels j'ai enquêté, en fait, s'inscrivaient dans une pédagogie qui nommait eux-mêmes la pédagogie Learning by Doing, c'est-à-dire qui consiste à apprendre en faisant. C'est une pédagogie que l'on retrouve de plus en plus dans la formation des publics éloignés de l'emploi. Cette logique se présente souvent comme une pédagogie du faire qui vise à prendre le contre-pied des pédagogies scolaires et donc permettant d'acquérir de l'autonomie, du pouvoir d'agir. On parle aussi parfois de pédagogie de l'auto-formation, de classe inversée, même si toutes les pédagogies fondées sur l'auto-formation et la classe inversée parfois mettent des soutiens à l'autonomie, mais c'est des dérives qu'on observe des fois dans des formations qui prennent cette appellation-là. Typiquement, pour que peut-être ça vous parle un peu plus, c'est également ce qui est mis en place à travers la piscine de l'école 42 de Xavier Niel, justement, où les apprenants sont placés en situation de devoir apprendre par eux-mêmes, et notamment à travers la réalisation de projets dans le domaine de l'informatique. Si je caricature, c'est les méthodes de management agile appliquées à l'accompagnement, avec cette idée que de toute façon, bah, c'est comme ça qu'on travaille dans le monde de l'entreprise. Donc, autant se familiariser avec ce type d'approche. Et en fait, si cette approche, elle est plutôt intéressante pour des personnes déjà autonomes, outillées, stabilisées, en fait, elle se retrouve totalement contre-productive lorsqu'elle est appliquée à des personnes en situation de vulnérabilité. Parce que ces derniers se retrouvent parfois à manquer de ressources et n'arrivent pas à accéder à l'autonomie. On est dans ce qu'on nommait tout à l'heure l'injonction paradoxale à l'autonomie. Et dans le cadre de ma thèse, notamment concernant le retour des apprenants qui étaient plongés dans ce type de dispositif, c'était que ils avaient besoin d'un accompagnement beaucoup plus soutenant. Et une remarque qui était assez étonnante pour moi, c'était de bénéficier d'un cadre plus scolaire. Alors ça semblait totalement contre-intuitif, notamment pour des jeunes qui avaient décroché et qui parfois étaient en rupture avec l'enseignement classique. Mais en fait, comment j'ai interprété ce cadre, enfin ce besoin de bénéficier d'un cadre plus scolaire, en réalité, c'était de pouvoir être plus cadré, plus accompagné, bénéficier de cours, de supports, d'apprentissage, avoir des feedbacks réguliers, des évaluations pour se situer dans leurs apprentissages. En fait, ce qu'on parlait tout à l'heure, des soutiens à l'autonomie, au pouvoir d'agir. Et ce type d'approche fondée sur une conception de l'autonomie individuelle semble apparaître aussi dans certains programmes de mentorat ou de coaching qui ont l'air de bien convenir à des jeunes déjà autonomes, peut-être moins à des jeunes en situation de vulnérabilité. Donc l'idée, le constat que je pose à partir de ça, c'est que pour développer du pouvoir d'agir, il est important également d'accompagner les individus dans leur apprentissage, dans leur capacité à agir, de leur fournir les soutiens nécessaires. En fait, prendre les personnes par leur capacité, ce n'est pas leur déléguer toute la responsabilité du processus de leur autonomisation. Il faut un juste milieu. En somme, pour développer du pouvoir d'agir chez les individus, il est important de ne pas tomber dans les deux contresens que j'ai évoqués. Donc, la première, qui est plutôt centrée sur les dépendances et vulnérabilités, j'ai mis la phrase suivante que je trouvais assez marrante, mais on ne laisse pas des personnes agir de façon autonome
mais de l'autre côté, on leur demande de le devenir. Donc, il y a une ambivalence là-dessus. Et puis, le second point qui est de dire, ben, on demande à des personnes, là en l'occurrence peu autonomes, d'acquérir de l'autonomie de manière autonome, ce qui évidemment ne fonctionne pas et conduit ben, justement à ce que je disais, à générer de la souffrance et des risques psychosociaux. Et donc, mon parti pris, c'est de dire qu'il y a peut-être une autre façon possible de voir les choses qu'en termes d'opposition. Et c'est ce que propose justement l'approche par les capacités, par les environnements capacitants. Et donc, cette théorie que je vais vous présenter rapidement permet de penser ensemble l'autonomie individuelle, la liberté, l'exercice d'une liberté, et puis cette réalité qui fait que on est tous insérés dans un milieu, dans un contexte, et que finalement, agir en autonomie, développer du pouvoir d'agir, nécessite des conditions de l'environnement. Donc, c'est le schéma que je vous présente ici, que j'ai pu développer dans le cadre de mes recherches, mais qui est assez commun. Donc là, je l'ai un peu simplifié. Je pourrais d'ailleurs vous envoyer, pour ceux que ça intéresse, ma thèse, si vous souhaitez aller un peu plus loin. Mais à travers ce schéma, on voit qu'en fait, on ne transmet pas du pouvoir d'agir. L'idée de l'environnement capacitant, c'est plutôt de se dire que en revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est de créer les conditions nécessaires pour permettre aux personnes d'en développer elles-mêmes. L'idée, c'est de se dire que le développement du pouvoir d'agir est une responsabilité collective. La responsabilité, évidemment, des individus, mais aussi des environnements, et donc de manière indirecte, de ceux qui ont un pouvoir sur les environnements. Je pense notamment aux politiques publiques, aux acteurs institutionnels, aux acteurs territoriaux, aux responsables de dispositifs d'accompagnement et de formation, aux formateurs, aux conseillers en insertion professionnelle, et j'en passe. Donc, l'environnement capacitant suggère la mise en place d'appui et de soutien à l'autonomie, tout en offrant la possibilité d'exercer son agentivité, sa liberté. Donc, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Moi, j'ai identifié 2 éléments des environnements capacitants dans un contexte justement d'accompagnement ou de formation, 2 éléments qui permettent d'encourager le pouvoir d'agir. Le premier élément, c'est renvoi finalement au soutien permettant de renforcer ce que j'ai appelé les possibilités d'action, les capacités des individus, ce que la personne, elle peut faire. Et le second élément renvoie plutôt à soutenir les choix des individus, la liberté, les libertés d'agir, ce que la personne, elle veut faire. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à comment on peut soutenir le développement des capacités d'action et dans un second temps, comment on peut soutenir finalement les capacités des individus à faire des choix libres et éclairés. Concernant la première dimension, donc comment il est possible de soutenir les possibilités concrètes d'action. Peut-être dire en préambule que pour éviter le « quand on veut, on peut », il faut distinguer ce qu'on peut appeler la possibilité théorique virtuelle de la possibilité concrète d'action. Et ça, ce n'est pas quelque chose de forcément très intuitif, mais je m'explique. Un exemple, par exemple. Imaginez que je suis un jeune en situation de décrochage scolaire qui vit dans un QPV où il y a plein de dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, de dispositifs d'insertion, de missions locales. Ça ne veut pas dire que automatiquement j'ai la possibilité réelle d'en faire usage. Preuve en est, beaucoup de jeunes sont aujourd'hui invisibles ou en tout cas hors des dispositifs d'insertion. Parce qu'en fait, il existe un certain nombre d'obstacles, pas toujours faciles à identifier. Je peux vous en donner quelques-uns. Par exemple, un jeune qui serait dans cette situation et qui n'accède pas à des dispositifs d'insertion, c'est peut-être parce qu'il n'a pas accès à l'information. Ou peut-être que les horaires d'ouverture des dispositifs ne sont pas compatibles avec son emploi du temps. Peut-être qu'il peut avoir des problèmes de mobilité, des problèmes financiers, de santé ou encore psychologiques qui lui empêchent finalement d'accéder
à ces dispositifs. Ici, on voit bien l'enjeu qu'il y a de soutenir l'accessibilité aux ressources disponibles pour qu'elles puissent être converties en opportunités réelles d'agir et en bénéfices concrets. On ne peut pas exiger des jeunes une autonomie complète dans leur apprentissage ou dans leur action sans aide ou accompagnement, au risque de générer ce qu'on a appelé une injonction paradoxale à l'autonomie. Ainsi, dans la mise en place d'un environnement capacitant, on doit lever ce qui empêche le pouvoir d'agir et soutenir le passage à l'action. Alors, je vous ai mis quelques repères pour l'action qui sont justement un certain nombre d'éléments issus de mon travail de thèse, mais également des réflexions qu'on porte à travers POA, des éléments d'analyse à travers justement nos rapports avec les conseillers en insertion professionnelle, avec les acteurs de l'accompagnement, mais aussi avec les dispositifs qu'on met en place, notamment à travers des jeunes en situation de vulnérabilité. Alors, le premier élément que j'évoque, c'est la mise en place d'une relation d'accompagnement inclusive et capacitante. L'idée, c'est de souligner à quel point il peut être important d'instaurer une relation de confiance avec la personne accompagnée en adoptant à la fois une posture d'écoute active et d'accueil inconditionnel, de non-jugement, avec cette ambition de pouvoir co-construire un accompagnement qui va être centré sur la personne, sur ses besoins. Et ce, en prenant compte des dimensions variées de la vie des personnes. Je pense notamment à des dimensions administratives, affectives, psychologiques, sociales et j'en passe, avec cet objectif de mettre en place des soutiens qui soient adaptés aux besoins des personnes accompagnées. Cet accueil inconditionnel soulève des défis, notamment lorsque les problématiques rencontrées par les jeunes dépassent nos périmètres d'action en tant que professionnels de l'accompagnement et de la formation. Dans ce cas, l'essentiel, il me semble, est de ne pas invisibiliser les obstacles aux capacités d'agir, même si cela va au-delà de nos périmètres d'action, mais de détecter et, si possible, d'orienter vers les interlocuteurs pertinents et de continuer d'accueillir la personne avec bienveillance et dans une perspective un peu globale. Le second point renvoie à la question de l'élaboration du collectif et l'instauration d'une dynamique collaborative. En effet, il apparaît important de reconnaître la valeur ajoutée du collectif dans l'accompagnement, parce que même avec toutes nos compétences de coach, conseiller, formateur, le soutien entre pairs est souvent complémentaire, voire s'avère dans bien des cas plus puissant que notre accompagnement individuel. Et donc, pour favoriser cette dynamique, il est possible de créer un cadre de confiance propice aux interactions et à l'entraide. Ça peut passer par l'instauration de cadres collectifs, de fonctionnement participatif. Voilà, vous avez toutes et tous déjà un certain nombre d'outils qui permettent de faire émerger le collectif. Ensuite, peut-être la dernière dimension que je souhaite partager avec vous renvoie à la question des soutiens, à l'élaboration de projets et du passage à l'action. En fait, l'accompagnement vers l'autonomie, vers le développement du pouvoir d'agir nécessite d'inscrire les personnes dans une continuité entre le dispositif d'accompagnement où ils se trouvent à un instant T et finalement leur retour à la vie sociale. Lorsqu'un environnement capacitant a permis à des personnes fragilisées de renouer avec leur estime de soi, leur capacité, leur aspiration à s'accomplir, ce que j'ai pu observer, c'est qu'un retour brutal à un environnement disqualifiant ou décourageant peut raviver douloureusement le sentiment d'impuissance. Cela risque alors non seulement d'annihiler tous les progrès réalisés, mais aussi, et donc ça c'est plus grave, d'entamer sévèrement la confiance en soi et de réactiver des traumatismes du passé, donc d'accentuer les vulnérabilités psychiques et sociales. Donc il est essentiel de prioriser à la fois avec la personne ses besoins et ses attentes, mais aussi de se positionner en soutien bienveillant dans l'exploration de nouvelles pistes d'action et d'accompagner
le passage progressif à l'action. Concernant la seconde dimension qui renvoie, comme je vous le disais tout à l'heure, à la question des libertés d'agir. En effet, il apparaît important de souligner qu'on ne peut pas demander à une personne d'être autonome, on en parlait, sans lui laisser un espace de liberté lui permettant de l'être réellement. C'est comme apprendre à nager à quelqu'un sans lui laisser la possibilité de s'exercer en situation. Ça n'a pas vraiment de sens. Une logique normative qui décide à la place de la personne s'avère donc contre-productive, car un environnement capacitant, c'est pas vraiment, enfin, il ne faut pas l'envisager comme une donnée. On ne peut pas, si vous voulez, concevoir un environnement capacitant de manière hors sol. En fait, il faut bien avoir en tête que le caractère capacitant de l'environnement apparaît en situation, en fonction de l'usage qui en est réalisé par le jeune, par la personne qui se trouve dans l'environnement. Du coup, ça nécessite que l'individu s'y engage de manière volontaire, qu'il développe sa motivation, son agentivité. Par exemple, si on reprend le cas d'un jeune en situation de décrochage scolaire qui ne se rend pas dans un dispositif d'insertion qui, pour autant, aurait en tout cas vocation à l'aider. C'est peut-être simplement que le jeune ne veut pas y aller. Et ça peut s'expliquer par exemple par une grande distance culturelle. Le jeune peut avoir le sentiment de ne pas partager les codes sociaux et donc ça peut faire obstacle au fait que le jeune se rende dans un dispositif d'insertion. Il peut par exemple également trouver les dispositifs d'insertion stigmatisants ou simplement ne pas percevoir l'utilité de tel ou tel dispositif. Ou encore parce qu'il estime, par exemple, que la question du retour à l'emploi, ce n'est pas une question primordiale pour lui en ce moment. Et on peut même aller plus loin et se dire qu'un jeune peut se rendre, par exemple, à la mission locale ou dans un dispositif d'insertion sans vraiment avoir eu la liberté de pouvoir faire ce choix. Mais peut-être parce qu'il y est contraint pour des enjeux financiers, pour des enjeux judiciaires. Et là, on voit bien que lorsqu'il y a contrainte, il n'y a plus de développement du pouvoir d'agir. Le développement du pouvoir d'agir nécessite une adhésion volontaire, un engagement. Sinon, on se retrouve un peu dans la situation que j'évoquais tout à l'heure, où des jeunes viennent postuler à la formation que j'animais et qui me disaient, David, je suis venu postuler à ta formation parce qu'on m'a demandé de venir. Je me suis rapidement rendu compte que des jeunes qui venaient avec cette posture-là, en fait, c'était des jeunes qui avaient tendance à rapidement décrocher et qu'il fallait vite remobiliser, réengager pour finalement pouvoir accrocher et pérenniser leur parcours et amener justement à développer de l'autonomie et du pouvoir d'agir. En résumé, un environnement capacitant doit laisser la liberté aux individus de faire des choix qui soient alignés sur leurs préférences, leurs envies, afin d'encourager la prise d'initiative, l'engagement et ce que j'ai appelé également l'autodétermination. Donc, quelques repères pour l'action. Donc, par rapport à ce qu'on vient de se dire, le premier, c'est qu'il apparaît essentiel, voire crucial, de valoriser les prises d'initiative, de créer des espaces d'expérimentation qui permettent à la personne de se découvrir, de clarifier ses aspirations et de donner du sens à son parcours, justement pour encourager et renforcer une motivation intrinsèque, une autodétermination, un engagement. Le second élément renvoie au soutien, au développement de la confiance en soi et du sentiment d'efficacité personnelle. Ça, je ne vous apprends rien, vous le savez déjà que le sentiment d'efficacité personnelle a parfois plus d'importance sur nos capacités à réussir ce qu'on entreprend que nos compétences réelles. Et finalement, c'est ça, la perception que l'on a de nos capacités va déterminer en grande partie ce qu'on va être capable de faire. C'est pour ça que donc, une des choses que je repère dans ma thèse, c'est l'importance d'offrir des espaces d'expérimentation qui valorisent le droit à l'erreur, qui permet aux personnes de découvrir leur potentiel, de les identifier, de valoriser ses forces, ses progrès, afin de renouer avec leur confiance qu'ils peuvent avoir dans
dans leur capacité à entreprendre et à agir. Et enfin, le dernier élément concerne finalement la mise en place d'espaces de conscientisation et de développement de l'esprit critique. Le développement du pouvoir d'agir nécessite effectivement la mise en place de ce type d'espace parce que prendre du recul sur son parcours, formaliser ses savoirs, donner du sens à ses expériences sont des éléments essentiels pour renforcer ses capacités d'action. C'est un peu l'idée de se dire que en réfléchissant sur soi, puis en se reliant aux autres, on va être capable de pouvoir construire son autonomie. Ces espaces favorisent également l'identification des opportunités, des contraintes liées au contexte. Dans ce cadre, le processus d'empowerment nécessite le développement d'une démarche d'action conscientisante. Autrement dit, il s'agit d'identifier et de comprendre les déterminants structurels et individuels qui influencent sa capacité à générer du changement. Donc ça, c'est le troisième élément que j'ai évoqué sur comment soutenir de la liberté d'agir des individus. Je vois le temps qui défile, donc brièvement pour conclure, ce que je mets en évidence, c'est que l'environnement capacitant, pour mettre en place un environnement capacitant, il faut à la fois mettre en œuvre des soutiens aux capacités d'action des individus, mais également aux libertés d'action. Et c'est comme ça qu'on développe le pouvoir d'agir. Si vous voulez, je distingue donc capacité d'action, liberté et pouvoir d'agir. Et si vous voulez, pour moi, le pouvoir d'agir fait un peu la synthèse des capacités d'action plus des libertés des individus à faire des choix. Et pour finir, moi, je souhaitais conclure sur ce constat-là, cette analyse, c'est de se dire que finalement, les équipes pédagogiques, les conseillers en insertion, les personnes en tout cas qui sont sur le terrain auprès des jeunes, n'ont pas toujours les moyens de leur ambition et que la mise en œuvre de tout ce que je viens d'évoquer se heurte parfois à des contraintes institutionnelles, organisationnelles, managériales, et que la mise en place d'un environnement capacitant nécessite un contexte favorable. Et moi, j'appuie sur ça parce que le risque, c'est que finalement, ces éléments autour du pouvoir d'agir, autour de l'environnement capacitant, ces pratiques-là peuvent devenir, si elles sont mal comprises, de nouvelles injonctions paradoxales. Et il faut bien aussi avoir en tête que il faut des conditions pour que les professionnels puissent être mis en situation de développer du pouvoir d'agir auprès des publics. Et donc, nous, c'est aussi un peu l'idée qu'on porte à POA, c'est de se dire que finalement, pour redonner du pouvoir d'agir aux jeunes, au public, il faut aussi que les acteurs de terrain en retrouvent. Donc, je souhaitais un peu terminer là-dessus pour effectivement pointer du doigt qu'il y a un enjeu qui me semble déterminant sur les contextes et les conditions qui permettent la mise en place des environnements capacitants. Je vous remercie de m'avoir écouté. On va avoir à présent 10 minutes, 10-15 minutes d'échange, de réaction. Je n'ai pas pu regarder le chat s'il y a déjà quelques Il remarques. n'y a pas eu de questions et donc on peut faire circuler la parole comme tout à l'heure en levant la main. Et peut-être, David, tu peux arrêter de partager ton écran, comme ça on se voit tous. Carrément. Charlotte, si tu veux te lancer. Merci beaucoup, David, pour votre présentation. Je trouve elle est super claire et c'est un gros travail de vulgarisation, parce que je le sais, pour travailler sur ces sujets-là, c'est un gros travail.
J'ai juste une question de compréhension parce que alors, soit là, mon attention a failli, mais que vous avez dans le deuxième point, soutenir la liberté d'agir, pour encourager la prise d'initiative et la liberté d'agir, justement. Le premier point que vous proposez, c'est de soutenir l'engagement et la motivation autodéterminée, notamment dans la valorisation des prises d'initiative. Là, comme ça, je relis mes notes de ce que vous avez dit. Cette notion de motivation autodéterminée, j'avoue qu'elle m'a échappé un peu dans la présentation et je voulais juste Hmm. savoir de quoi vous parliez à ce moment-là et comment vous la définiriez, cette notion. Oui, c'est peut-être aussi le biais que j'ai, c'est que il y a un peu, j'ai pas mal travaillé de notions universitaires théoriques et j'ai essayé de faire le tri, mais il y en a quelques-unes qui collent encore comme ça. Ce que j'entends par motivation autodéterminée, si vous voulez, c'est l'idée de dire que il y a des motivations qui sont extrinsèques. Par exemple, je peux être motivé pour me rendre à la mission locale pour avoir une rémunération. Voilà, parce qu'il y a des choses extérieures à moi, à ma volonté propre, qui font que je me rends dans tel ou tel dispositif. Et la motivation autodéterminée, on parle aussi de motivation intrinsèque, c'est finalement quand j'éprouve un plaisir, une satisfaction pour ce que j'entreprends. Et finalement, pourquoi il serait plus judicieux de développer ce type de motivation qu'on appelle aussi l'engagement, l'autodétermination? C'est que, en fait, c'est une motivation qui est beaucoup plus solide. Si je reprends un peu le cas de figure du jeune qui vient me voir en me disant David, je postule à la formation parce qu'on m'a dit de venir, bah, on est sur une motivation. Là, pour le coup, il y a bien quelque part une motivation parce que la personne a été mise en mouvement et est venue me voir. Donc, il y a quelque chose qui doit la motiver, mais c'est une motivation qui est beaucoup plus fragile. Et donc, c'est plus difficile de développer de l'autonomie lorsqu'on a des publics qui ont une motivation comme ça très extrinsèque, qui font les choses pour des éléments très extérieurs à eux-mêmes. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci. Et c'est tout le temps, du coup, qu'on passe à reconnecter les personnes à ce qui est important pour elles, en fait, d'aller trouver ce qui fait sens et d'accepter la subjectivité. Je trouve qu'on a des dispositifs souvent pris par le temps et par la manière dont on doit faire le reporting, où on essaye d'objectiver un peu les motivations des gens pour pouvoir cocher des cases, alors qu'en fait, l'enjeu, c'est de revenir vraiment au subjectif chez les gens pour qu'ils transforment un peu ces opportunités qu'ils ont saisies pour des raisons un peu floues, même pour eux, en réel sens, quoi. Et c'est sur ça, enfin, souvent, c'est ce temps-là qui nous manque et c'est ce temps-là qu'il faut arriver à sanctuariser dans les accompagnements pour que la suite du parcours soit solide ou ait une chance de l'être. C'est pas toujours aussi simple. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? On a encore quelques minutes s'il y en a qui veulent se lancer. Ça peut être juste aussi des partages, Oui, Caro? Ouais. Oui, bah, en fait, merci parce que c'est très structurant de voir que ce qu'on a d'expérientiel, d'instinctif ou depuis des années qu'on travaille dessus et qu'on commence à acquérir un peu des bases et des structures, de voir structuré comme ça. C'est hyper intéressant, ça met en perspective et ça complète aussi certaines connaissances. Donc, ça fait vraiment du bien ce partage, personnellement. Je suis assez contente aussi parce que moi, je travaille avec des enseignants et de l'insertion, avec des jeunes qui sont très en difficulté. Et on a beaucoup travaillé avec les enseignants sur ce que voulait dire le pouvoir d'agir, la confiance, le sentiment de sécurité, l'autonomie et autres, en leur faisant des fresques justement sur un peu le côté cause à effet. Puis on a eu de belles prises de conscience chez certains que le sentiment de sécurité et la confiance n'étaient pas de simples aboutissements, mais des moyens pour aller plus loin. Et on voit que dans les personnes qui accompagnent, ils ont aussi besoin d'être soutenus et besoin de prendre conscience de ces notions-là et peuvent des fois se donner des perspectives plus larges. Donc, moi, je sais que je vais beaucoup me resservir avec des collègues de ces notions-là pour qu'on analyse aussi comment on fonctionne. On n'est pas si mauvais, donc ça fait toujours de bien de prendre du recul. Donc, merci beaucoup. Merci. Il y avait effectivement cette idée de pouvoir partager pour pouvoir nourrir et outiller les professionnels. Je vous enverrai évidemment
les slides que je vous ai présentés. Et puis, vous aurez mon mail. Et donc, si vous voulez aussi ma thèse, il ne faudra pas hésiter. Je vous la partagerai. Oui, Charlotte? Je vous jure, après, j'arrête de parler. Mais sauf si quelqu'un voulait. Peut-être une question. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, j'en profite d'avoir Powa sous la main, de ce que ces notions-là ont apporté dans la formation? Est-ce que vous avez changé des modules dans le cadre de votre formation? Notamment, je pense aux conseillers qui travaillent dans les missions locales, notamment sur le SEJ. Eux, ils sont remplis d'injonctions pour le coup gouvernementales avec des obligations de résultats. Donc, à faire rentrer les jeunes dans certaines cases, il faut qu'elles soient vraiment très bornées. Est-ce que vous avez réussi à travailler avec eux sur la manière dont changer leur accompagnement pour répondre à cette injonction, alors même que eux répondent à l'injonction paradoxale de rendre autonomes les jeunes à travers des dispositifs qui ne les rendent pas autonomes? Et c'est bien que tu amènes ce point, Charlotte. On a, je dirais, sur plein de modules, on a pu structurer. Nous, on avait une formation qui était aussi très expérientielle et basée sur le retour de bonnes pratiques. Et là, les apports de David, ils nous permettent vraiment de mieux structurer la connaissance, exactement comme Carole disait, en fait, de donner des repères et donc de pouvoir encore mieux valoriser l'existant dans les pratiques pour dire, OK, là, on est au bon endroit et identifier peut-être les trous qu'on a dans la raquette. Donc, je dirais qu'on a affiné nos formations et après, ce qu'on est en train d'ajouter, en fait, le fait de pouvoir travailler aussi avec les équipes encadrantes sur la création d'environnements capacitants pour les professionnels. Tu vois, en fait, jusque-là, on travaillait beaucoup avec les gens qui sont en contact direct avec les jeunes et on est en train de pouvoir faire émerger des modules qui sont sur comment on accompagne le changement dans nos propres structures pour essayer de réduire la pression et les injonctions qui viennent des institutions, des politiques publiques et des financeurs. Et on se l'applique aussi à nous-mêmes, comme on est aussi opérateur jeunesse sur certains points, c'est bien, on peut l'appliquer chez nous, mais c'est ça qu'on est en train d'ajouter. Et j'en profite pour partager ça, on aura le temps d'en reparler avec tout le monde, mais on se pose vraiment la question d'intégrer pleinement cette dimension-là dans nos actions, puisqu'il y a tout un pan, en fait, où on est tous codépendants. En fait, c'est des choses qu'on ne peut pas changer à l'échelle de nos structures et de se demander comment on peut se fédérer un peu plus entre professionnels, comme un collectif qui est force de proposition pour aussi faire bouger les choses qui sont plus systémiques, en fait, dont nous, en tant qu'accompagnants et en tant que structure, on dépend. Donc on est à nos 5 ans là, on est en train de relire tout ce qu'on fait depuis 5 ans et on est en train d'aller de plus en plus vers ce travail-là. On vous écrira, on ne le fera pas tout seul. Et donc ça va être l'occasion d'ateliers, de discussions, je pense, à partir de mai-juin pour voir comment on pourrait s'y prendre. Bah, bravo. Merci Marianne et bravo pour votre action. Merci. Pauline, je te passe la balle, je crois, pour une des dernières interventions. Oui, merci. Eh bien oui, juste pour dire merci, David. Moi, en tant que conceptrice et animatrice d'atelier, ça me fait du bien d'analyser ma pratique au regard de ce que tu as apporté et de pouvoir aussi cocher des cases et me dire, ah, ça je fais bien. Voilà, voilà, me féliciter de ce qui va bien au regard de de ce que tu apportes, et puis de voir aussi, ah bah tiens, là-dessus, je pourrais aller plus loin. Par exemple, moi j'ai vu que sur le soutien que je pourrais apporter post-atelier, là je vois que je pourrais développer quelque chose. Et donc, merci beaucoup. Et merci à Powa d'avoir organisé ce temps. Merci. Et peut-être à préciser, mais je pense que vous l'avez compris, là, ces soutiens-là, c'est pas exhaustif. Je pense que c'est propre aussi. Là, je les ai beaucoup tournés sur, euh, forcément dans la thématique des vulnérabilités et de l'accompagnement des jeunes en situation de vulnérabilité. Peut-être que, et c'est, en tout cas, moi, c'est un des constats de ma thèse, c'est de se dire que ces soutiens-là, ils sont vraiment essentiels quand on accompagne des personnes en situation de vulnérabilité. Par contre, la mise en place de ces soutiens-là sont beaucoup moins cruciaux lorsqu'on a des personnes déjà bien autonomes en face de soi. Et parce que, en fait, ces personnes-là sont capables de pouvoir aller eux-mêmes puiser des ressources, eux-mêmes pouvoir finalement aller chercher ces soutiens
Euh, D'ailleurs, je me souviens d'une étude que je lisais sur la question des autodidactes qui montrait que les autodidactes, c'est pas du tout des personnes qui apprennent seules, mais c'est des personnes en fait qui sont capables d'aller chercher eux-mêmes les ressources pour apprendre et les soutiens pour apprendre et du coup ils apprennent auprès d'autres, mais c'est juste qu'ils ont ce que je disais un peu en intro de ma présentation, cette capacité à agir en interdépendance, mais avec une certaine forme d'autonomie, mais toujours en interdépendance, une interdépendance choisie quelque part. Donc, effectivement, merci vraiment à toutes et à tous pour d'avoir été présents. Peut-être juste vous dire qu'on va organiser un autre webinaire là où on va avoir des retours d'expérience de professionnels, notamment de Massa Job et de Bimbab Job. Donc, vraiment des temps d'échange de pratiques plus axés sur des retours de terrain. Donc, on vous enverra aussi l'invitation et puis le contenu de ce second webinaire. Donc, évidemment, vous êtes tous conviés. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter par mail et puis et à me demander si vous avez besoin de ressources ou de temps d'échange pour peut-être approfondir et discuter de ce qui a été évoqué aujourd'hui. En vous remerciant. Et si je dis pas de bêtises, David, je crois que ça sera le 26 mars, le webinaire. Exactement. Voilà, comme ça, 26 mars de 12h30 à 13h45. on vous le met dans un mail, mais vous pouvez déjà le noter. Donc, j'ai dit demain, mais j'ai menti, ça sera en début de semaine. On vous envoie un mail avec les supports, la vidéo qu'on aura passée en ligne. Et puis, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'éléments complémentaires, comme l'a dit David, vous pourrez nous demander par retour de mail. Et c'est des sujets qui nous passionnent et on tâtonne nous aussi à la manière la plus adaptée de les transmettre. Donc, tous vos retours sont hyper précieux. Merci beaucoup d'avoir été parmi Merci à nous. vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée.